Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet intense, la prise en charge des traumatismes sévères. C'est un vrai défi médical où chaque minute compte vraiment. Notre base, c'est un chapitre médical assez pointu et notre but, c'est de décrypter ensemble les étapes clés, du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital spécialisé, et comprendre pourquoi cette course contre la montre est si essentielle. C'est exactement ça, une course. Le défi principal, c'est vraiment d'identifier très vite la gravité, même si elle n'est pas évidente. Et d'agir sans attendre. C'est, il faut le rappeler, la première cause de mortalité chez les moins de 45 ans. Et les deux raisons majeures de décès tout au début, c'est le choc hémorragique, le fait de saigner, et le traumatisme crânien grave. Donc oui, il faut aller très vite pour sauver des vies. C'est une définition qu'on pose a priori, en fait. C'est basé sur le risque. On considère comme traumatisé sévère toute personne victime d'un accident dont la violence, on parle de cinétique, est telle qu'elle aurait pu causer des lésions graves menaçant la vie ou la fonction future, même si on ne les voit pas tout de suite. Ah oui, donc c'est le mécanisme de l'accident qui alerte avant tout. Exactement. Pensez à une grosse chute, un accident de voiture à haute vitesse. C'est la violence de l'impact qui nous dit « attention, danger potentiel ». D'accord, c'est le potentiel de gravité. Mais concrètement, sur le terrain, comment les équipes de secours font le tri? Elles n'ont pas de scanner sous la main. Non, bien sûr. Elles utilisent des outils standardisés, des grilles d'évaluation. En France, on utilise souvent les critères de Vittel. L'idée, c'est de chercher des signaux d'alerte, des drapeaux rouges, si vous voulez. Ces critères examinent 5 domaines. 5 domaines, d'accord. Le premier? Premièrement, les paramètres physiologiques. Est-ce que les signes vitaux crient à l'aide? Par exemple, la tension artérielle est trop basse, moins de 90 de systolique. La saturation en oxygène est mauvaise, sous 90%. Ou bien le niveau de conscience est bas. On utilise le score de Glasgow pour ça. Inférieur à 13, c'est un signe d'alerte. Ok, des chiffres objectifs pour évaluer l'état. Et ensuite? Ensuite, la fameuse cinétique. La violence de l'accident lui-même. Est-ce que la personne a été éjectée de la voiture? Est-ce qu'il y a eu un mort dans le même véhicule? Une chute de plus de 6 mètres? Un piéton qui a été renversé? Un impact à haute vitesse? Bref, si l'énergie du choc était très importante, le risque de lésion cachée, mais grave, est bien plus élevé. Logique. La force de l'impact, ça laisse présager des dégâts internes. Troisième point. Est-ce qu'on voit déjà des lésions anatomiques qui sont connues pour être graves? Par exemple, une plaie par balle ou par couteau, donc un traumatisme pénétrant, un volet thoracique, quand une partie des côtes bouge à l'inverse de la respiration, ou alors un bassin qui semble cassé, instable, une paralysie, une amputation, bien sûr, ou un membre qui n'est plus irrigué. Oui, là, difficile de passer à côté de l'urgence. L'équipe du SMUR a dû l'intuber, le ventiler, lui passer beaucoup de perfusions, lui donner des médicaments pour maintenir sa tension. Ça signe déjà un état critique. D'accord. Et le dernier critère? Le dernier, c'est le patient lui-même, son terrain. Est-ce une personne plus vulnérable, plus de 65 ans, des maladies cardiaques ou respiratoires déjà connues, une femme enceinte, ou quelqu'un qui prend des anticoagulants, ces médicaments qui fluidifient le sang? Ces personnes ont moins de marge, moins de réserve pour encaisser le choc. Et le point vraiment crucial, c'est qu'il suffit d'un seul de ces critères dans n'importe laquelle des 5 catégories pour dire « Ok, ce patient est un traumatisé potentiellement sévère, il doit aller dans un centre spécialisé, un trauma center. » C'est très clair. Le principe de précaution maximum en somme. L'exemple dans notre source, le jeune en scooter, est assez frappant. Au début, ses constantes vitales n'étaient pas si catastrophiques. Glasgow à 13-14, un peu confus mais pas dans le coma. Saturation bonne, tension artérielle à 115-55, limite basse mais pas effondrée. Mais l'accident était violent, haute cinétique, éjection et surtout il avait le cœur très rapide, 125 par minute et il était agité. Et ça a suffi. Exactement. Et c'est un piège très classique, surtout chez un sujet jeune. Leur organisme arrive à compenser pendant un certain temps. La tension peut rester faussement rassurante alors même qu'une hémorragie interne a commencé. La tachycardie, ce cœur qui bat vite, et l'agitation, ce sont vraiment des signes d'alerte précoce majeurs. Il faut absolument les prendre en compte. Donc, une fois la gravité suspectée, l'équipe médicale du SMUR intervient. Et là, c'est la course contre la montre. L'objectif, c'est d'arriver au centre spécialisé et potentiellement au bloc ou en salle d'embolisation très vite. On parle de moins de 90 minutes. Oui, et 90 minutes, c'est déjà un délai qu'on essaie de raccourcir au maximum si une hémorragie est suspectée. Chaque minute gagnée avant de pouvoir arrêter le saignement compte.
Sur place, l'équipe suit une méthode très rigoureuse, l'ABCDE. C'est une sorte de checklist mentale pour ne rien oublier d'essentiel dans l'urgence. ABCDE, ça semble être une fondation solide pour gérer le chaos. Tout à fait. A. Airway, assurer que les voies aériennes sont libres, que l'air passe, et toujours protéger le rachis cervical, le cou. On suspecte systématiquement une lésion. B. Breathing, évaluer la respiration. Est-elle efficace? Donner de l'oxygène à haute concentration. C. Circulation, rechercher et contrôler les hémorragies externes, celles qu'on voit, et poser un accès veineux, une perfusion. D. Disability, évaluer l'état neurologique rapidement, le score de Glasgow, l'examen des pupilles, chercher un déficit moteur ou sensitif. Et enfin, E. Exposure, il faut déshabiller complètement le patient pour chercher toutes les lésions potentielles. Mais, très important, tout en luttant activement contre l'hypothermie. Le froid, c'est l'ennemi de la coagulation. C'est une approche hyper structurée pour ne rien rater. Et concrètement, ça veut dire quoi comme geste sur le terrain? J'imagine beaucoup d'activités. Oui, c'est très actif. Ça implique la pose systématique d'un collier cervical rigide, l'immobilisation complète du patient dans un matelas à dépression, le matelas coquille, pour maintenir l'axe tête-cou-tronc parfaitement aligné, l'arrêt des hémorragies externes. Si ça saigne d'une veine, un pansement compressif qui appuie fort. Si c'est une artère qui saigne à gros bouillon ou un membre amputé, là, c'est pose d'un garrot tourniquet à la racine du membre. Et on note l'heure de pause, c'est crucial. On peut même faire une suture rapide d'une plaie du cuir chevelu qui saigne abondamment. D'accord. Et pour le reste du corps, les fractures, la douleur? On immobilise les fractures évidentes des membres avec des attelles. Si un membre est très déformé, on peut essayer de le réaligner doucement, après avoir calmé la douleur et vérifier qu'il n'y a pas de problème nerveux ou vasculaire. On donne de l'oxygène, systématiquement. On pose au moins une perfusion, une voie veineuse périphérique. On gère la douleur, souvent avec de la morphine, parfois en association avec de la kétamine, qui a aussi des effets bénéfiques sur la tension. On couvre le patient avec une couverture de survie pour lutter contre le froid. On peut faire une mesure rapide de l'hémoglobine au bout du doigt, avec un hémo-queue. Mais attention, au tout début d'une hémorragie, ce chiffre peut être normal, c'est un piège. Et il y a des médicaments qu'on donne presque d'office? Oui, principalement 2. L'acide tranexamique, 1 gramme en intraveineux. Ça aide le sang à former des caillots plus solides. Les études montrent que ça sauve des vies en cas d'hémorragie traumatique. Et si la fracture est ouverte, c'est-à-dire si l'os est sorti à travers la peau, on donne des antibiotiques tout de suite pour prévenir l'infection. On peut commencer un remplissage vasculaire prudent si la tension est basse, avec des cristalloïdes mais sans excès. Et si besoin, on ajoute de la noradrénaline pour soutenir la pression. On retrouve bien toutes ces étapes dans le cas du jeune scooteriste, l'évaluation ABCDE, la minerve, le matelas, l'attelle, l'antidouleur, la couverture, l'acide tranexamique, les antibiotiques. Et tout ça en communiquant avec la régulation pour organiser l'admission directe au bon endroit, le Trauma Center. Justement, l'arrivée à l'hôpital au Trauma Center. Ce n'est pas une arrivée aux urgences lambda, j'imagine. Ah non, pas du tout. L'hôpital est prévenu bien avant par le médecin régulateur du SAMU ou du SMUR. C'est ça qui change tout. Une équipe complète est déjà là, mobilisée, et attend le patient dans une salle dédiée, le box de déchocage. Il y a les réanimateurs, les infirmiers de réa, le manipulateur radio prêt pour les clichés, les chirurgiens viscérales ortho-neurochir prévenus et disponibles, l'anesthésiste, le radiologue interventionnel qui peut intervenir pour boucher des vaisseaux, et même la banque du sang qui est en alerte. Tout le matériel est prêt. L'échographe est allumé, le matériel pour poser des voies centrales est sorti, les perfusions sont prêtes à être réchauffées. Et il y a un chef d'orchestre, le trauma leader, souvent un réanimateur ou un urgentiste senior, qui va coordonner toute la prise en charge dès l'arrivée. C'est une mécanique bien huilée. Une vraie mobilisation générale, une équipe dédiée. L'objectif, c'est de faire plusieurs choses en même temps pour ne pas perdre une seconde. Exactement ça. C'est du travail en parallèle. D'un côté, il faut poursuivre la réanimation pour stabiliser les fonctions vitales. Si le patient n'est pas intubé et qu'il en a besoin, on l'intube, on continue la ventilation, on gère la circulation. Souvent, on pose rapidement des accès veineux plus importants, des voies centrales, et un cathéter dans une artère pour mesurer la pression sanguine en continu. Et si le choc hémorragique est évident, on commence la transfusion de sang et de produits sanguins sans attendre. Et en même temps, on cherche à comprendre ce qui se passe. Oui, en parallèle, on lance le bilan diagnostique initial. Ça commence immédiatement au lit du patient par une échographie ciblée, la fast écho. On fait parfois encore des radios du thorax et du bassin au lit, mais le scanner a tendance à les supplanter. Et surtout, on fait un bilan sanguin complet en urgence.
Groupe sanguin, recherche d'anticorps pour la transfusion, RAI, numération formule sanguine, plaquettes, bilan de coagulation complet, fonction rénale, ionogramme, et une gazométrie artérielle qui donne des infos précieuses et immédiates sur l'oxygénation, l'acidose qui signe un état de choc et le taux d'hémoglobine. Cette fast écho, elle revient souvent. Elle est si importante que ça au début? Clé. À l'arrivée. C'est une écho rapide faite par le médecin au lit du patient. Elle cherche du liquide, donc du sang le plus souvent dans ce contexte, à des endroits précis. Autour du foie, espace de Morrison, autour de la rate, dans le pelvis, cul-de-sac de Douglas, autour du cœur, péricarde, et aussi dans la plèvre. Recherche d'hémothorax ou de pneumothorax. On parle alors d'e-fast pour extended fast. Elle peut très vite orienter, attention, ça saigne dans le ventre, ou il y a du sang ou de l'air dans le thorax. Mais elle a ses limites. Attention, elle ne voit pas bien les saignements qui sont derrière le péritoine, dans le rétropéritone. C'est souvent le cas pour les fractures du bassin, par exemple. D'accord, donc écho rapide, bilan sanguin. Et après, est-ce que tout traumatisé sévère passe systématiquement un scanner corps entier? C'est la règle générale, oui. Le plus rapidement possible après l'arrivée et la stabilisation initiale. Vraiment la seule exception, c'est le patient dit in extremis, celui qui est tellement instable en choc hémorragique gravissime qu'on pense qu'il va faire un arrêt cardiaque si on perd du temps en scanner. Celui-là, on peut décider de l'emmener directement au bloc opératoire pour une tentative d'hémostase chirurgicale immédiate, une chirurgie de sauvetage. Mais pour tous les autres, même s'ils sont encore instables, mais qu'on arrive à maintenir une certaine pression, le body scanner est fondamental. Il inclut une analyse du crâne, du thorax, de l'abdomen, du pelvis et souvent des reconstructions pour voir la colonne vertébrale. Mais pourquoi est-ce si capital, au point d'emmener un patient parfois très fragile faire cet examen qui prend quand même un peu de temps? Parce que ce scanner, c'est lui qui va donner la feuille de route complète des lésions. Il va dire précisément où ça saigne, combien ça saigne, s'il y a une ou plusieurs sources d'hémorragie. Il va aussi détecter des lésions potentiellement mortelles au cerveau ou à la moelle épinière qui nécessiteraient une intervention neurochirurgicale en urgence absolue. Avoir cette cartographie exhaustive permet au trauma leader de hiérarchiser les priorités et de choisir la meilleure stratégie pour arrêter le saignement le plus vite possible. Est-ce qu'il faut aller au bloc opératoire ou est-ce que le radiologue interventionnel peut régler le problème en allant boucher l'artère qui saigne par l'intérieur des vaisseaux, ce qu'on appelle une embolisation? Parfois, c'est une combinaison des deux. L'embolisation, par exemple, c'est très efficace pour les saignements du foie, de la rate, des reins ou du bassin. Et ça peut traiter plusieurs sites en une seule procédure. Lisez ce scanner rapidement. L'objectif, c'est souvent moins de 45 minutes après l'arrivée et donc crucial pour orienter la thérapeutique d'hémostase. Je comprends mieux l'enjeu. Dans le cas du scoutoriste, c'est le scanner qui a montré les fractures de la rate et du foie et qui a conduit à l'embolisation. Parlons plus en détail de ce choc hémorragique alors. C'est vraiment l'ennemi numéro 1 au début. Comment on gère ça concrètement? Stopper le saignement, d'accord, mais en attendant. C'est exactement ça. Il y a une double priorité absolue. 1. Arrêter la source du saignement, c'est le traitement étiologique, l'hémostase. Et 2. En attendant que ce soit fait, maintenir une perfusion minimale des organes vitaux, c'est le traitement symptomatique. Le grand défi, c'est que ce traitement symptomatique, si on le conduit mal, peut en fait aggraver le saignement. C'est là qu'interviennent des concepts importants. Comme le fait de ne pas trop remplir le patient. C'est ça. Exactement. C'est un point fondamental. Si on perfuse massivement le patient avec des solutés simples, comme le sérum physiologique ou le Ringer lactate, ça pose plusieurs problèmes graves. Ça dilue le sang, moins de globules rouges pour transporter l'oxygène et surtout moins de facteurs de coagulation et de plaquettes pour arrêter le saignement. C'est l'hémodilution. Ça refroidit le patient, l'hypothermie empêche la coagulation de bien fonctionner et ça peut faire remonter la pression trop vite et trop fort, ce qui risque de chasser les caillots qui commençaient à se former au niveau de la lésion. Donc on tombe dans un cercle vicieux, hypothermie, acidose par manque d'oxygène dans les tissus et coagulopathie, trouble de la coagulation. C'est la triade létale. D'accord, donc on ne remplit pas à tout va. Quelle est la stratégie alors? En préhospitalier, on limite le remplissage avec les cristalloïdes, juste de quoi viser une pression artérielle systolique autour de 90 mm de mercure. On peut s'aider de noradrénaline si besoin pour maintenir cet objectif sans trop diluer. À l'hôpital, dès que le choc hémorragique est confirmé ou fortement suspecté, on passe très vite aux produits sanguins. On ne transfuse plus seulement des globules rouges, mais aussi du plasma frais congelé, PFC, qui contient les facteurs de coagulation et des plaquettes. On les administre souvent selon des ratios équilibrés. Par exemple, un PFC pour 1 ou 2 concentrés de globules rouges, CGR, et des plaquettes régulièrement.
On parle de PAC transfusionnel. Et on ne vise pas une pression artérielle normale tout de suite. On pratique ce qu'on appelle l'hypotension permissive. On accepte une pression artérielle moyenne, un peu basse, autour de 60-65 mm de mercure, pour ne pas relancer le saignement le temps que l'hémostase soit réalisée. Sauf s'il y a un traumatisme crânien associé, c'est ça? Exactement, c'est la grande exception. S'il y a un traumatisme crânien grave associé, le cerveau a besoin d'une bonne pression pour être perfusé. Là, l'objectif de pression artérielle moyenne est plus élevé, plutôt vers 75-85 mm de mercure. Et en parallèle de cette gestion de la volémie et de la tension, on agit sur la coagulation elle-même. Oui, absolument. D'abord, en donnant du plasma et des plaquettes précocement, via les PAC transfusionnels. On donne ou on répète l'acide tranexamique, qui est un antifibrinolytique. Il empêche la destruction des caillots. On mesure et on corrige le taux de fibrinogène, qui est essentiel pour la structure du caillot. On peut en administrer si besoin. On surveille et on corrige le taux de calcium, car les transfusions massives le font baisser. Le citrate dans les poches de sang chélate le calcium, et le calcium est indispensable à la coagulation. Et bien sûr, on lutte activement contre l'hypothermie. Couverture chauffante, réchauffeur de perfusion, chaque degré compte. D'accord. Et pour l'hémostase elle-même, le fait d'arrêter le saignement, comment on fait pour être rapide et efficace dans ces conditions critiques? C'est là qu'intervient le damage control, philosophie globale de prise en charge pour ces patients les plus graves, au bord de la rupture physiologique. L'idée maîtresse, ce n'est pas de faire une réparation anatomique parfaite, longue et complexe, qui risquerait d'achever un patient déjà exsangue, froid et qui ne coagule plus. Non. L'objectif est de contrôler les dégâts le plus vite possible, c'est-à-dire arrêter l'hémorragie et contrôler la contamination, par exemple si l'intestin est perforé et que du contenu digestif se répand, par les moyens les plus rapides et les plus simples possibles. Et ça se traduit comment en pratique? Quel genre de geste? Ça commence dès l'arrivée, voire avant. Poser une ceinture pelvienne pour stabiliser et comprimer une fracture du bassin suspecté, maintenir un garrot si besoin, faire une suture rapide d'une plaie qui saigne. Ensuite, pour les hémorragies internes, une fois le diagnostic fait, souvent par le body scanner, si la lésion s'y prête, foie, rate, rein, bassin, et si c'est techniquement possible rapidement, le radiologue interventionnel peut aller faire une artério-embolisation. Il navigue avec des cathéters dans les artères et va boucher spécifiquement celles qui saignent. Sinon, c'est la chirurgie, mais une chirurgie abrégée, limitée à l'essentiel. Enlever la rate si elle est explosée, splénectomie, mettre de grandes compresses tout autour du foie pour le comprimer, packing hépatique, clamper un vaisseau temporairement, suturer rapidement une perforation intestinale ou la laisser en attente. On stoppe l'hémorragie et la contamination majeure, on nettoie sommairement, et souvent on ne referme pas l'abdomen de façon définitive, mais on met un système temporaire, la parostomie. Puis le patient retourne immédiatement en réanimation pour être réchauffé, pour corriger son acidose, sa coagulopathie, pour être stabilisé. La chirurgie définitive de réparation, le second look, pour vérifier que tout va bien et faire les réparations plus complexes, elle n'aura lieu que 12, 24 ou 48 heures plus tard, quand le patient sera dans de bien meilleures conditions physiologiques. C'est une approche très pragmatique, vraiment centrée sur la survie immédiate, quitte à différer la réparation complète. Pour rendre ça encore plus concret, si on prend l'exemple du thorax, quelles sont les lésions vitales qu'on redoute le plus? Dans le thorax, la menace immédiate numéro 1, c'est le pneumothorax compressif, qu'on dit aussi suffocant. C'est de l'air qui s'accumule sous pression dans la plèvre, qui écrase le poumon, mais aussi le cœur et les gros vaisseaux. Ça peut tuer en quelques minutes. Parfois, il faut agir en urgence absolue, même en préhospitalier, en plantant une grosse aiguille dans le thorax pour laisser sortir l'air, exfiltration, avant de mettre un drain thoracique à l'hôpital. Il y a aussi l'hémothorax massif. Beaucoup de sang dans la plèvre, qu'il faut drainer rapidement aussi, et puis des poumons très contusionnés ou un volet costal, plusieurs côtes cassées en plusieurs endroits qui rendent une partie de la paroi thoracique instable, peuvent entraîner une détresse respiratoire majeure. Plus rarement, on craint une rupture de l'aorte thoracique ou une contusion cardiaque grave. D'accord. Et pour l'abdomen, après la FAST et le scanner? Dans l'abdomen, on cherche surtout des lésions des organes pleins, qui saignent beaucoup. La rate, c'est la plus fréquemment touchée dans les traumatismes fermés, le foie, les reins. Comme on l'a dit, l'hémorragie de ces organes est souvent gérée soit par radioembolisation, soit par chirurgie selon les principes du damage control, splénectomie, packing. Si c'est un traumatisme pénétrant par arme blanche ou arme à feu, on pense beaucoup plus aux lésions des organes creux, l'intestin grêle, le côlon, l'estomac.
Ces lésions nécessitent quasiment toujours une exploration chirurgicale rapide, la parotomie, pour les repérer et les suturer afin d'éviter une péritonite. Toute cette discussion, ça met vraiment en lumière l'incroyable complexité, la rapidité d'action et surtout l'extrême coordination qui sont nécessaires pour prendre en charge un traumatisé sévère. On comprend vraiment mieux l'importance capitale des protocoles clairs, des équipes entraînées et de ces centres spécialisés, les Trauma Centers. Absolument. La survie immédiate, mais aussi la qualité de la récupération fonctionnelle à long terme, dépendent énormément de la qualité et de la rapidité de cette prise en charge dans les toutes premières heures. Et peut-être une dernière réflexion pour élargir un peu. Au-delà de l'urgence vitale et des lésions initiales, notre source souligne aussi qu'il ne faut jamais oublier les complications potentielles qui peuvent survenir à distance. Les complications infectieuses, les problèmes de thrombose veineuse ou d'embolie pulmonaire, la douleur qui peut devenir chronique, ou encore les séquelles psychologiques, le syndrome de stress post-traumatique. Anticiper, prévenir et prendre en charge ces aspects fait aussi partie intégrante de la gestion globale et réussie de ces patients, bien au-delà de la phase aiguë critique. C'est un parcours souvent long,